Donc, bonjour à tous. Donc, nous, à l'école vétérinaire d'Alfort, on s'est intéressé au bien-être des chevaux hospitalisés, dans le cadre de notre métier, bien sûr. Et en particulier, on a essayé de mettre en place un enrichissement de l'environnement et d'évaluer son impact sur les chevaux et le personnel soignant. Donc, tout d'abord, pourquoi cette étude dans l'école vétérinaire d'Alfort? Elle est partie d'un constat que dans la médecine humaine, on fait de l'enrichissement quelque part, par exemple, avec les nouveau-nés par différentes méthodes, la méthode NIDCAB, la méthode kangourou, et que chez les nouveau-nés, elle a eu un impact bénéfique à la fois sur le bien-être psychique et le développement psychomoteur plus tardif des enfants, mais aussi sur la qualité des soins et sur l'efficacité des soins qu'on leur portait. C'est pour ça qu'en tant que vétérinaire, nous, on s'est posé la question, mais est-ce qu'on est vraiment sensibilisé au bien-être des animaux? Est-ce qu'on est bien formé? Et finalement, dans les écoles vétérinaires, on peut se poser la question de notre formation sur la qualité de notre formation sur l'éthologie et le comportement des animaux. C'est pour ça que nous avons mené notre étude, pour essayer de mieux comprendre et de mieux prendre en charge le bien-être des animaux pendant les hospitalisations en particulier. Donc tout d'abord, comme on l'a vu dans toute la matinée puis dans le début de l'après-midi, le bien-être de l'animal, qu'est-ce que c'est? Souvent, en tant qu'humain, et en particulier dans le monde du cheval, on a souvent une vision anthropomorphique du bien-être. Donc si on interroge beaucoup de cavaliers ou d'amateurs ou professionnels du cheval, certains vont nous dire le bien-être, c'est une belle écurie, bien éclairée, avec pourquoi pas des lampes chauffantes, une douche chaude, un marcheur en extérieur avec les copains, et du massage, par exemple. Donc ça, c'est une vision complètement anthropomorphique du bien-être animal et de ce que peuvent ressentir les animaux. Parce que si on regarde les animaux à l'état naturel, globalement, les animaux, ils vivent dans des grands espaces, comme on l'a vu. Ils vivent en groupe et ils n'ont pas peur de se rouler dans la boue et d'avoir un peu de terre sur eux, voire ils sont contents d'en avoir. Ils ont un accès quasi permanent à l'alimentation, avec une alimentation variée. Et bien sûr, ils ont une liberté de contacts sociaux qu'on ne leur offre pas dans les détentions actuelles. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire tout ce qu'on a fait ce matin, donc d'essayer de définir le bien-être animal et d'essayer de l'évaluer. Donc nous, pour notre étude, on s'est fixé comme définition un état physique, mental de l'animal qui découle des satisfactions de ses besoins comportementaux et physiologiques et de ses capacités d'adaptation au milieu. À partir de là, on va se dire, c'est ce qu'on s'est dit un petit peu toute la matinée encore, je fais des rappels rapides, qu'est-ce que sont les besoins physiologiques? Par exemple, on va avoir besoin de manger, de boire, de se déplacer, d'interagir, mais il y a aussi donc, les besoins de santé physique, donc l'absence de blessures, l'absence de pathologie, les besoins de santé, on va dire, émotionnelle, donc la gestion du stress, c'est bien, un petit peu de stress c'est bien, mais il faut que ce soit un stress géré, qui ne soit pas forcément chronique ou pas avec des phases aiguës trop importantes non plus. Donc tout ça, ça fait partie des critères physiologiques qui nous permettent d'évaluer le bien-être des animaux. Mais on a parlé aussi de critères comportementaux et comment on les évalue. Globalement, on les évalue aussi par l'observation des animaux et l'établissement de leur bien-être, de leur budget temps. Donc combien de temps ils vont passer à telle activité. Donc c'est tout ce qu'on a vu ce matin. Et on voit par exemple que chez certaines espèces, l'augmentation d'un certain type d'activité, donc par exemple chez certains animaux de proie, l'augmentation de l'état de vigilance peut révéler un stress quand ils sont isolés, ou chez d'autres animaux sociaux aussi, on va constater quand on les sépare de leur groupe une augmentation des vocalisations, mais ça dépend des espèces. Donc, quand on regarde le budget temps des animaux, et en particulier des animaux domestiques, on va voir apparaître, comme l'a dit Martine ce matin, des stéréotypies que chez les chevaux, on appelle aussi des tics. Ces stéréotypies, ce sont des séquences répétées, invariables, exprimées longtemps, sans but apparent. Et ces stéréotypies apparaissent de façon spécifique chez un individu. Elles sont souvent utilisées comme indicateurs de mal-être, comme on l'a vu, et elles peuvent parfois être permanentes sans disparaître, même quand on va changer l'animal d'environnement, elles peuvent persister, même avec un changement d'environnement. Donc c'est des indicateurs importants pour le mal-être, comme on l'a répété, je martèle un petit peu, voilà. Donc globalement, qu'est-ce qu'on a fait nous dans notre étude? On a mis en place de l'enrichissement. Qu'est-ce que c'est que l'enrichissement?
mais on a un petit peu défloré le sujet déjà avec l'intervenante précédente. Donc l'enrichissement, c'est la modification du milieu pour justement permettre à l'animal de mieux s'adapter et d'être moins stressé dans son milieu, de pouvoir exprimer un maximum de ses comportements naturels. Chez le cheval, donc, il peut reposer sur plusieurs axes. L'axe social, donc en ayant des interactions interspécifiques et intraspécifiques, donc avec d'autres chevaux et pourquoi pas aussi avec d'autres animaux. Un enrichissement peut être aussi alimentaire, donc on l'a vu, le fourrage, le pâturage, la variété des types de foin qu'on peut distribuer, la façon dont on les distribue. On peut aussi avoir un enrichissement sensoriel, on l'a vu aussi tout à l'heure, avec tout ce qui va être accessoire dans le box, ou accessoire dans le pré, ou dans la pâture d'ailleurs. Un enrichissement moteur, donc l'enrichissement moteur principalement il va se faire en offrant à l'animal la possibilité d'aller en pâture, mais ça peut se faire aussi en agrandissant le box ou en lui proposant des paddocks. Et un enrichissement cognitif, donc là c'est un petit peu plus basé par exemple sur l'apprentissage où on peut utiliser des motivations sociales ou par exemple, on peut placer dans un box une boîte dans laquelle le cheval doit soulever le couvercle pour pouvoir accéder à l'alimentation. Et donc, c'est ce qu'on appelle des enrichissements cognitifs. Donc, globalement, nous, dans notre étude, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un enrichissement multimodal pour essayer d'améliorer au maximum le bien-être des chevaux hospitalisés. Et c'est pour ça donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est évaluer le bien-être, mais aussi évaluer le rétablissement, la vitesse de rétablissement et la qualité du rétablissement des animaux lors de leur hospitalisation, et la réactivité de ces animaux pendant les soins pour justement pouvoir voir si ça diminuait éventuellement la dangerosité des animaux et les risques pour les manipulateurs. À plus long terme, ce qu'on voulait aussi, c'est améliorer en général le bien-être des animaux, qu'ils soient en hospitalisation ou en écurie. Et notre hypothèse de travail, c'était évidemment que le bien-être allait améliorer l'enrichissement allait améliorer le bien-être des animaux hospitalisés. C'est pour ça que donc on s'est basé sur 12 chevaux hospitalisés à l'école vétérinaire d'Alfort pour des chirurgies, on va dire de convenance, c'est-à-dire des chevaux qui avaient un état sanitaire tout à fait correct, qui n'étaient pas en maladie grave, en fourbure ou en colique, qui venaient soit pour des castrations, soit pour des problèmes de tumeurs cutanées ou des plaies, et donc qui ont été hospitalisés entre 4 et 6 jours à l'école vétérinaire d'Alfort. Ces 12 chevaux, donc, ils ont été répartis en 2 groupes, un groupe témoin de 6 chevaux qui ont subi des conditions standards d'hospitalisation, et un groupe enrichi, donc, auquel on a proposé un programme tout au long de l'hospitalisation, donc pendant les 4 à 6 jours, un programme d'enrichissement. Donc, globalement, quelles étaient les conditions d'hospitalisation? Les conditions standards d'hospitalisation, donc c'est le box que vous pouvez voir en haut à gauche. Donc c'est des box à barreaux qui sont ouverts sur une écurie intérieure avec 4 box. Les box sont des parois lisses en béton sur 3 parois, et la porte est en bois et à barreaux. La litière des animaux, c'était soit de la paille, soit des copeaux, en fonction de ce qu'ils avaient chez eux ou de leur état sanitaire. Si les cliniciens pensaient que les chevaux étaient mieux sur des copeaux, on les laissait sur des copeaux, mais dans les 2 groupes, il y a eu à la fois de la paille et des copeaux. Les chevaux, donc les conditions standards, normalement, ils avaient de l'alimentation en concentré 2 à 3 fois par jour distribuée dans un seau par terre dans le box, et du foin qui était distribué 3 à 4 fois par jour par terre dans le box aussi. C'est les étudiants en fait qui sont responsables d'assurer l'alimentation des chevaux, donc normalement, ils ont quasiment du foin à volonté, mais ce n'est pas toujours le cas en fonction de s'il y a beaucoup de chevaux et les étudiants sont un petit peu surchargés. Des fois, ils vont manquer pendant quelques heures et normalement, on doit leur redonner du foin. Donc voilà, ça, c'est les conditions standards d'hospitalisation. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a, en plus de tout ça, rajouté des filets à foin que je venais à réalimenter régulièrement. Donc là, les chevaux, ils n'ont jamais été sans foin, donc ils étaient toujours ad libitum pour le foin. On a rajouté aussi un distributeur de concentré, c'est-à-dire pendant 2 heures dans la journée, il y a une partie des concentrés qui normalement était distribuée au seau, qui était distribuée via donc, un petit distributeur que le cheval doit pousser. Ce n'était pas dans une mangeoire, c'était à peu près le même système que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'était dans le box par terre, et il pouvait avoir accès à l'alimentation. On a rajouté aussi les petits accessoires qu'on a vus tout à l'heure, donc une pierre à lécher rotative aromatisée, une brosse contre le mur, un voisin de box systématiquement dans le box d'en face qui était visible par les barreaux, et en plus des sorties effectuées par les étudiants quand l'état clinique du cheval le permettait, parce que normalement les étudiants doivent sortir 1 à 2 fois le cheval quand il peut, parce que quand il boite, normalement on ne les sort pas, ou quand ils sont contagieux, on ne les sort pas non plus.
Donc, quand le cheval pouvait sortir, on rajoutait une sortie en plus de celle effectuée par les étudiants. Et si le cheval ne pouvait pas être sorti, on effectuait un pansage où au moins on rentrait dans le box en manipulant ou sans manipuler, mais en restant calme dans le box, en essayant d'avoir un contact soit neutre, soit positif avec l'animal, pendant un quart d'heure par jour, en supplément de tout ce qui était fait par les étudiants en temps normal et en dehors des soins. Donc ça, c'est le protocole d'enrichissement. Globalement, qu'est-ce qu'on a fait justement pour mesurer le bien-être et la réactivité des animaux? On s'est basé sur plusieurs critères, ce qu'on a déjà décrit en fait ce matin. Des critères physiologiques avec un suivi hormonal de cortisol salivaire, avec un suivi de température, de fréquence cardiaque quotidien. On a aussi fait des scores comportementaux et physiologiques. Donc là, en fait, on avait des grilles d'évaluation et chaque jour, plusieurs fois par jour même, on venait relever la position, la posture de l'animal, le nombre de fois où il se roulait ou des choses comme ça, pour établir et la douleur de l'animal, et la vitesse de son rétablissement, et la réactivité qu'il pouvait présenter face aux soins. Et enfin, on a fait une analyse de budget temps. Donc les chevaux ont en fait été filmés tous les jours environ 1h30. Ces vidéos ont ensuite été analysées, donc c'est un échantillonnage continu, donc on a utilisé toute la durée des films pour établir le budget temps individuel de chaque cheval, qu'on a ensuite moyenné pour pouvoir comparer les deux groupes. Donc au final, qu'est-ce qu'on a observé? Tout d'abord, sur la comparaison des résultats physiologiques, ce qui est important de voir, c'est qu'on a eu un résultat un petit peu surprenant. En fait, les fréquences cardiaques et les fréquences respiratoires des chevaux qui étaient dans le groupe enrichi étaient supérieures et de façon significative aux chevaux qui étaient dans le groupe témoin. Donc au début, on s'est dit, est-ce que c'est du stress ou est-ce que c'est simplement que la personne qui venait relever la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, c'était aussi la personne qui réalisait l'enrichissement. Donc est-ce que les chevaux n'anticipaient pas une sortie ou un pansage et que ça les mettait dans une émotion un petit peu plus importante où ils étaient contents. Donc voilà, sachant que la fréquence respiratoire reste quand même dans des normes, tout à fait tolérable, de bonne santé et pas de stress particulier. Ça reste totalement normal dans les deux groupes. Ensuite, ce qu'on a constaté, c'est que les autres indicateurs de stress physiologique, en tout cas les autres constantes qu'on a utilisées, ne présentaient pas de différence significative entre les deux groupes, sauf les scores comportementaux et en particulier les scores d'inflammation et de réactivité face aux soins, qui étaient, eux, plus faibles dans le groupe enrichi que dans le groupe témoin. Donc, ce qu'on en a déduit, c'est que quand même l'enrichissement avait mis en évidence une diminution de l'inflammation au cours de l'hospitalisation et un amoindrissement de la réactivité face aux soins. Dans un deuxième temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé l'évolution des différents critères au cours de l'hospitalisation. Donc, en fait, on a simplement fait une différence entre avant la chirurgie et après la chirurgie. Et ce qui se passe, c'est qu'aucun critère physiologique n'a présenté de différence entre les deux groupes dans son évolution, sauf la réactivité face aux soins, qui en fait a diminué au cours de l'hospitalisation chez les chevaux enrichis. Donc les chevaux enrichis, ça veut dire qu'ils étaient de moins en moins réactifs aux soins, c'est-à-dire que plus on venait les voir au cours de l'hospitalisation, moins ils étaient agressifs ou présentaient de danger pour les manipulateurs, alors que les chevaux témoins, eux, présentaient de plus en plus de réactivité face aux soins, et donc de réactions potentiellement violentes et dangereuses pour les individus qui les manipulent. Donc déjà ces résultats, ne serait-ce que pour la sécurité des humains qui manipulent les chevaux, c'est quand même un point positif. Ensuite, dans l'analyse du budget temps, on a regardé type de comportement par type de comportement. Globalement, dans les deux groupes, tous les comportements étaient assez semblables. Les trois grandes activités qu'on a pu recenser, c'est les activités qu'on a déjà citées, donc l'alimentation, le repos et l'observation du milieu. Donc, mais les deux groupes avaient des activités comparables, sauf pour la stéréotypie, où en fait on a observé que dans le groupe enrichi, les stéréotypies représentaient moins de 1 minute par jour de l'activité, alors que dans le groupe témoin, les stéréotypies représentaient près de 28 minutes par jour dans l'activité. De plus, les chevaux dans le groupe témoin, on a eu sur 6 chevaux, on a eu 5 chevaux qui ont présenté des stéréotypies, alors que dans le groupe enrichi, on a eu seulement 2 chevaux qui ont présenté des stéréotypies. Donc non seulement ça diminue le nombre de chevaux, mais en plus la durée pendant laquelle ils vont présenter des stéréotypies. Donc globalement, on a eu quand même des résultats intéressants.
Et les stéréotypies qu'on a pu voir, en plus, elles étaient très variées dans le groupe, témoin, pardon, avec des stéréotypies à la fois tape, encens, tourne, tic à l'air. Enfin, on avait un grand panel de stéréotypies, alors que dans le groupe enrichi, on a eu un panel assez restreint, où on avait en fait seulement que tourne et tape. C'est les deux types de stéréotypies qu'on a pu observer. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que malgré les contraintes liées au milieu hospitalier, donc des contraintes principalement hygiéniques, parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre en contact des animaux qui sont déjà potentiellement malades, donc ils peuvent en général pas trop sortir, des contraintes donc alimentaires, hygiéniques, et en plus l'animal souvent il a mal, donc c'est quand même pas très favorable au bien-être. Malgré ces contraintes, on a réussi en un temps restreint, donc en 4 à 6 jours, à mettre un protocole d'enrichissement qui semble avoir quand même des effets, à la fois sur le bien-être des animaux, mais aussi sur la sécurité des individus qui vont les manipuler. Cependant, on a des résultats surprenants. C'est pour ça que, globalement, ce qu'il faudrait, c'est faire une étude sur un plus grand nombre d'individus, parce que là, effectivement, on n'avait que 6 individus dans chaque groupe. Donc, bon, pouvoir conclure sur 6 individus, et en plus, on n'utilisait que des chirurgies. Donc, pour des chevaux qui viennent pour des coliques ou des choses plus graves, est-ce que ça va être aussi efficace? On ne sait pas, il faudrait faire l'étude. Et faire un protocole aussi, peut-être un petit peu plus précis, avec un système en aveugle, où ce n'est pas la même personne qui vient à la fois prélever les échantillons, les fréquences cardiaques, et la personne qui vient enrichir, parce que là, c'était la même personne qui a tout fait, donc ça biaise un petit peu le résultat. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, c'est possible de mettre un protocole d'enrichissement en place, même sur un court terme, c'est-à-dire, nous, les chevaux, ils sont hospitalisés de 4 à 6 jours, et que ça peut avoir des intérêts, à la fois pour les chevaux et pour les usagers, et que c'est important de communiquer auprès des vétérinaires, parce que les vétérinaires ne sont pas forcément très sensibilisés à ce problème. Donc nous, ce qu'on a comme projet à l'école vétérinaire d'Alfort, et en particulier sur l'unité d'éthologie, c'est d'essayer de mettre en place pour les vétérinaires une charte ou un label bien-être pour les animaux, un petit peu comme c'est fait dans le modèle anglo-saxon. Donc en fait, il y a des cliniques qui sont appelées des cat-friendly, où justement ils font de l'enrichissement, mais pour les chats, en milieu hospitalier, et donc on aimerait généraliser ça à toutes les espèces, aux chevaux, aux chiens, et donc on essaye de travailler là-dessus. Voilà, et sinon, on a déjà modifié les conditions d'hospitalisation suite à cette étude dans la clinique équine de l'ENVA. Voilà, merci.